Bonjour à tous, je suis Anaëlle Simon, fondatrice de la société AS Environnement et je vous accompagne pour réussir votre transition écologique. Aujourd'hui, pour ma deuxième vidéo, j'ai décidé de vous parler de la 5G. En effet, vous avez certainement vu passer la vidéo de l'intervention d'Emmanuel Macron qui a fait grand bruit. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Mais en réalité, la 5G, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et pourquoi certaines personnes s'opposent-elles à son déploiement? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Tout d'abord, pour remettre les choses dans un contexte temporel, on va parcourir rapidement l'histoire de la téléphonie mobile. Elle commence en 1978 avec le déploiement de la première génération de téléphonie mobile qui suit la norme AMPS. En Suisse, on aura le réseau Natel. En France, c'est déployé en 1986 avec le réseau Radiocom 2000, puis plus tard le réseau NNTF. La première génération de téléphonie mobile a un débit analogique et elle permet de transmettre de la voix. Alors au tout début, c'était des téléphones de voiture et ce n'est qu'en 1983 qu'apparaît le tout premier téléphone mobile commercial, le Motorola Dynatac 8000. La deuxième génération de téléphonie mobile est déployée en 1991, suivant la norme GSM, et elle voit l'introduction de la carte SIM qui permet d'identifier les utilisateurs. Cette fois-ci, le débit est numérique et le débit usuel est d'environ 9,5 kilobits par seconde. Le GSM permet également de transmettre du texte avec l'avènement du fameux SMS. En 1999 est commercialisé le très célèbre Nokia 3210 et la troisième génération de téléphonie mobile est déployée depuis 2004 avec la norme UMTS. Le débit usuel est d'environ 384 kilobits par seconde et avec la 3G, on peut également transmettre des données. C'est le début de la connexion à Internet avec des téléphones. D'ailleurs, le premier smartphone, qui est un iPhone, est déployé en 2007 et la 4G fait son apparition en 2012 avec la norme LTE. Et là, on a des débits usuels de 10 mégabits par seconde environ, qui vont être encore plus importants avec la 4G+. Et finalement, avec la 5G qui a commencé à être déployée en 2018, on suit la norme LTE Advanced Pro et là, on a des débits usuels bien plus grands que 1 gigabit par seconde. Donc ce qu'on peut voir là déjà, c'est que les générations qui se succèdent sont de plus en plus proches les unes des autres. Et puis, à partir de la troisième génération, quand on a commencé à pouvoir surfer sur Internet avec les téléphones, l'avancée majeure est le fait de pouvoir avoir un débit de plus en plus important. D'ailleurs, en lien avec Internet, on va voir une toute petite histoire de l'Internet. Donc, la première page web a été publiée en 1990. Le premier navigateur web qui permet d'afficher du texte et des images est apparu en 1993. L'entreprise Google a été créée en 1998 et en 2014, on dépasse le milliard de sites en ligne. En 2016, on estime que Google traite 1000 milliards de requêtes par jour et en 2018, on estime que 915 milliards de gigaoctets sont publiés en une année sur Internet. On estime la datasphère globale à 33 zettabytes, donc 33 000 milliards de gigabits. Et la datasphère globale estimée en 2025 est à 175 zettabytes. Alors pour revenir à la 5G, quels sont ses avantages? Tout d'abord, l'augmentation du débit. Comme on l'a vu déjà précédemment, le but est de pouvoir avoir des débits de plus en plus importants. Donc si on regarde la fibre actuellement, on est à des débits d'environ 300 mégabits par seconde jusqu'à 1 gigabit par seconde, alors qu'avec la 5G, on aura des débits plus importants que 1 gigabit par seconde. Donc par téléphonie mobile, on va pouvoir avoir des débits plus importants que par la fibre. Et puis le deuxième avantage de la 5G, c'est la diminution du temps de latence. Avec la 4G, on est à un temps de latence d'environ 35 millisecondes. Avec la 5G, on va avoir un temps de latence d'environ 1 milliseconde. Ces deux avantages vont permettre de désengorger les réseaux, de télécharger très rapidement, d'avoir un contrôle précis des objets à distance,
de déployer encore plus l'Internet des objets. Et ça va avoir un impact sur plusieurs champs d'application, comme par exemple la télésurveillance, la télémédecine, le streaming vidéo, le contrôle de drones, les voitures autonomes, le secteur minier en lien avec le contrôle de drones en temps réel, la domotique, tout ce qui est maison, ville connectée, la réalité augmentée, etc. Maintenant qu'on a vu les avantages principaux de la 5G, voyons les inconvénients principaux de la 5G. Tout d'abord, il y a des inquiétudes quant à des interférences avec les systèmes de prévision météorologique. Avant d'aller plus en détail dans cet inconvénient, on va juste faire un petit aperçu du spectre électromagnétique. Pour rappel, quand on regarde des ondes, la fréquence représente le nombre d'oscillations par seconde. Donc sur cette image en rouge, on aura une basse fréquence avec peu d'oscillations par seconde et en violet, on aura une haute fréquence avec beaucoup d'oscillations par seconde. La longueur d'onde, elle, représente la distance entre deux crêtes, si on veut bien. Donc si on regarde le spectre violet, il a une longueur d'onde courte, alors que le spectre rouge a une longueur d'onde longue. Donc une basse fréquence aura une grande longueur d'onde et une haute fréquence aura une petite longueur d'onde. On a tout d'abord les ondes radio basse fréquence, avec des fréquences allant de 3 kHz à 300 kHz, des longueurs d'onde de 100 000 à 1 km, et qui sont utilisées pour détecter des phénomènes naturels, pour des lignes électriques, la communication maritime par exemple. Il y a ensuite les ondes radio moyenne fréquence, avec des fréquences entre 300 kHz et 3 MHz, avec des longueurs d'onde allant de 1 km à 100 mètres, qui sont utilisées pour les radioamateurs, par les détecteurs de victimes d'avalanche, pour la communication maritime. On a ensuite les ondes radio haute fréquence, qui sont les ondes entre 3 MHz et 3 GHz, d'une longueur d'onde de 100 mètres à 10 cm, qui sont utilisées pour tout ce qui est radiodiffusion, télévision, Wi-Fi, Bluetooth, ADSL et tout ce qui est télécommunication de première, deuxième, troisième et quatrième génération. Ensuite, il y a les micro-ondes entre 3 GHz et 300 GHz avec une longueur d'onde entre 10 cm et 1 mm qui sont utilisées pour les radars météorologiques, le Wi-Fi, les satellites TV et les télécommunications 5G. Et finalement, les terahertz à 300 GHz jusqu'à 3 terahertz avec des longueurs d'onde de 1 mm à 100 micromètres qui sont utilisées par exemple pour les scanners corporels. Et puis, au-delà du terahertz, on va avoir l'infrarouge, le visible, les UV et les rayons ionisants. Ce qu'on peut déjà voir avec ce tableau, c'est que les télécommunications 5G utilisent des fréquences plus élevées que les télécommunications de première, deuxième, troisième et quatrième génération. Qui dit fréquence plus élevée dit plus faible pénétration des ondes dans les matériaux solides, plus faible propagation des ondes et construction de beaucoup plus d'antennes en lien avec cette faible propagation. On y reviendra plus tard. Pour revenir aux prévisions météorologiques, une partie des prévisions météorologiques utilise des fréquences de 24 GHz. La 5G utilise des fréquences d'environ 3,5 GHz et 25 GHz. Et c'est cette proximité entre les 25 GHz et les 24 GHz qui inquiète le Centre européen de prévision météorologique, qui a fait part de ses inquiétudes suite à la conférence mondiale sur la radiocommunication qui a eu lieu fin 2019 en Égypte. Deuxième inconvénient de la 5G, l'augmentation de la consommation d'énergie. Petit rappel, qui dit consommation d'énergie, dit émission de CO2, dit réchauffement climatique. Alors certains disent qu'en France, on a une électricité décarbonée. C'est faux, on a une électricité moins carbonée que dans d'autres pays parce que le nucléaire a une grande importance, mais ce n'est pas une énergie décarbonée. Et pour rappel également, nos émissions quotidiennes de CO2, donc là c'est un graphique en millions de tonnes par jour, augmentent chaque année. Il y a eu effectivement une baisse des émissions de CO2 liées au confinement qui nous a ramené à peu près aux chiffres de 2010. Mais pour rappel, la France a signé l'objectif de l'accord de Paris qui est d'arriver très prochainement à une production nette de CO2 égale à zéro. Pour autant, en 2018, le numérique représente 4% du CO2 mondial. On estime qu'en 2025, le numérique représentera 7% du CO2 mondial émis. Le visionnage de vidéos en ligne génère autant de CO2 que toute l'Espagne. Ça représente environ 1% du CO2 mondial généré. Et dans le monde, un data center s'ouvre chaque semaine. Donc, les tendances actuelles du numérique ne vont pas dans le sens
de l'accord de Paris qui est de diminuer de plus en plus notre consommation d'énergie. Pour revenir à l'augmentation de la consommation d'énergie, la mise en service de la 5G va environ tripler la consommation des opérateurs. En France, ça veut dire qu'on va augmenter de 2% la consommation d'électricité rien que pour la mise en service de la 5G. Comme je vous le disais, qui dit 5G dit haute fréquence, dit multiplication des relais, et on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour les matériaux et le montage de ces relais. Et finalement, il y a tout l'aspect de la construction d'appareils compatibles 5G. On estime que cette construction aura une consommation d'énergie 3 à 5 fois supérieure à celle de la mise en service de la 5G. Pour rappel, on est là dans des augmentations de consommation d'énergie et pas du tout dans des diminutions de consommation d'énergie. Alors j'entends beaucoup parler de compensation de CO2. Oubliez ce concept, il n'a aucune pertinence. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'en parle plus en détail dans mes formations. Ensuite, troisième inconvénient de la 5G, les effets néfastes des ondes électromagnétiques à haute fréquence. Les ondes électromagnétiques ont deux effets connus. Le premier, un effet thermique, pas forcément très grave, mais quand on est proche d'une source d'émission, ça chauffe. Et puis, des effets sur les cellules. Pour ceux qui connaissent un petit peu les cellules animales et végétales, dans leur membrane se trouvent des canaux à ions. Et les ondes électromagnétiques ont pour effet de ouvrir certains canaux à ions. Ça a notamment des effets sur les insectes qui ont été observés. L'ouverture de ces canaux à ions en lien avec l'exposition à des ondes électromagnétiques altère leur odorat, la coordination de leurs mouvements, leur rythme jour-nuit et leur orientation. Et là où c'est problématique, c'est que les insectes en particulier, mais la biodiversité en général, souffre énormément. Vous avez peut-être vu passer cette infographie que j'ai publiée il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, en lien avec une étude récente qui montre qu'en Allemagne, et certainement en Europe en général, le nombre d'arthropodes dans les prairies a chuté de presque 80% en 10 ans. Le déploiement de la 5G aura un effet en plus sur une biodiversité déjà menacée. Autre effet néfaste potentiel lié aux personnes à hypersensibilité électromagnétique. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que l'hypersensibilité électromagnétique existe réellement, mais la recherche est en cours. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez lire par exemple le rapport d'expertise de l'ANSES à ce sujet. Et je vous invite également à lire les réponses aux commentaires recueillis lors de la consultation publique en lien avec ce rapport. Quatrième inconvénient de la 5G, des problèmes liés à la sécurité nationale. La multiplication des points d'entrée pose des problèmes de cybersécurité. Les équipements de télécommunication sont issus de l'étranger, on pense notamment à la Chine avec Huawei. Et le souci, c'est que la sécurité de ces installations est aux mains d'entreprises privées. Ce sont les opérateurs mobiles. On compte sur leur bonne foi, leur bonne procédure pour garantir la sécurité de ces équipements. Cinquième inconvénient de la 5G, l'augmentation des coûts. L'augmentation des coûts de réseau des opérateurs en lien avec le déploiement de la 5G sera de 60 à 300%. La question se pose surtout en lien avec les zones blanches. Comme je vous le disais, la 5G nécessite l'implantation de beaucoup de relais. Et quel coût est-ce que ça va avoir en campagne? Qui va payer pour équiper des zones rurales peu denses? Et on parlait d'un des avantages de la 5G qui permettrait une télémédecine plus efficace, mais la télémédecine, elle ne se fait pas dans les grandes villes où il y a de toute façon déjà des équipements hospitaliers très performants. Donc, comment effectivement va être implantée cette 5G dans les campagnes? Et puis, sixième inconvénient de la 5G, ou sixième questionnement, a-t-on réellement besoin de la 5G? Première question, quelles sont les réelles conditions d'utilisation du réseau? Est-ce qu'on a vraiment un besoin de streamer en continu? Donc, plus fondamentalement, est-ce que la 5G répond à un besoin réel ou est-ce qu'on est simplement dans des besoins créés par la technologie? Je pense par exemple à la domotique. Moi, la dernière fois que je suis allée à un salon professionnel en lien avec la domotique, dans les maisons, la domotique, c'est encore principalement du gadget. Il y a quelques applications qui sont extrêmement intéressantes, mais la majorité des applications sont en lien avec du gadget. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est un réel progrès, un progrès humain? La question est à se poser. Finalement, en lien avec le discours d'Emmanuel Macron, on a beaucoup entendu la référence à la Convention citoyenne pour le climat. Que dit-elle à ce sujet? Pour rappel, cette convention avait fait 149 propositions, dont 3 ont été rejetées. La proposition de la taxe sur les dividendes, celle de la limitation à 110 km/h sur les autoroutes
et la réécriture du préambule de la Constitution. Mais dans la famille D, il y a l'objectif 12, accompagner l'évolution numérique pour réduire ses impacts environnementaux. Et dans cet objectif, il est dit notamment, dans une logique d'éco-conception des services, nous proposons d'évaluer les avantages et les inconvénients de la 5G par rapport à la fibre avant et non après avoir accordé les licences pour son développement, mais aussi d'initier, conseiller à l'utilisation de la solution la moins impactante pour l'environnement. Instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. Au vu des nombreux inconvénients que j'ai listés, je pense qu'il est effectivement pertinent de bien peser le pour et le contre de tous les arguments avant de déployer massivement la 5G. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. Je vous dis à très bientôt et je laisse le mot de la conclusion à Jean-Marc Jancovici. Distinction. On a en France en ce moment un débat émergent sur le déploiement des réseaux télécoms de nouvelle génération, la 5G, qui est en train qui est en train de monter assez fort. Alors, notre président vient de se mettre au niveau de Trump, là, Macron. Je ne sais pas si en Suisse, vous avez entendu sa saillie qu'il a fait sur les Amish et la lampe à huile. Oui. Mais c'est vraiment du niveau, si j'ai pas ce que je veux, je fais pipi par terre et je me roule dedans. Enfin, je veux dire, c'est totalement puéril comme réaction.